Bienvenue à tous sur French Podcast. Moi, c'est Charline et comme d'habitude, je suis accompagnée par Emmanuel. Salut Charline, salut à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va plonger dans le quotidien, franchement. Aujourd'hui, on m'attaque des trucs très concrets. Parler français dans la vie de tous les jours, affronter ces blocages qui font peur à l'oral et on va vous donner plein de conseils qui marchent vraiment. Oui, vraiment du vécu, hein. Moi, le français s'est quasiment imposé dans mon quotidien. Pas juste au boulot ou à table, mais parfois même dans mes rêves. Je pense que tout le monde finit par s'y mettre. Enfin, à condition de sauter le pas de la pratique. Et c'est justement ce qu'on va essayer de vous aider à faire aujourd'hui. On y va ? Alors, pourquoi un podcast comme celui-ci a du sens, surtout quand on veut progresser en français ? L'écoute active, c'est super puissant pour l'apprentissage. En fait, tu t'exposes à la langue réelle, comme elle se parle vraiment. Oui, c'est ça. Je me souviens quand j'ai commencé à écouter des podcasts pendant mes trajets, dans le métro, au début j'étais un peu perdue. Mais en y allant régulièrement, ça a vraiment changé ma compréhension. Et puis le podcast, c'est facile à intégrer dans sa routine, en cuisinant, en marchant, peu importe. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans l'épisode dernier, 10 minutes par jour, ça fait une différence énorme. Exactement, et l'avantage, c'est que tu t'habitues à différents accents, à la vitesse authentique de la langue. Bon, et accessoirement, on est là pour vous faire papoter plus naturellement aussi. Alors, imaginons, tu dois faire les courses. Quels mots et phrases ressortent, Emmanuel ? Ah oui, les incontournables. Je voudrais, combien ça coûte, il me faudrait. T'as aussi la liste typique, pain, lait, œufs, beurre, pommes. Et puis surtout, pensez à saluer. Le fameux « bonjour, je peux vous aider » que tu entends partout. On répète tout le temps, la liste de courses, c'est le meilleur moyen de pratiquer. Par exemple, il me faut 1 kilo de tomates, une baguette et... attendez, j'ai oublié mon fromage préféré. Et direct en magasin, ça donne quoi ? Excusez-moi, où est le rayon des fruits ? Ou vous avez du fromage de chèvre aujourd'hui ? C'est du vécu, hein ? Bon, la vérité, c'est que demander de l'aide, c'est jamais facile. On hésite, on se dit « je vais paraître bête ». Mais honnêtement, les gens s'en fichent tant que t'es poli. Un truc qui marche, « pardon, je cherche » ou « pourriez-vous m'indiquer où se trouve ?» Et si on ne comprend pas la réponse ? Il n'y a pas de honte. Pardon, vous pouvez répéter ? Ou juste « je n'ai pas compris ». Franchement, ça fait toute la différence. Mais alors là, anecdote. Une fois, je demande du fromage dans une fromagerie. Je prononce mal « comté ». La vendeuse me propose un camembert à la place. Bon, je voulais juste tester. J'ai pris les deux finalement. Comme quoi, rater, ça ouvre parfois d'autres horizons. Et en prime, tu découvres de nouveaux fromages. Pas mal, non ? On a souvent peur de dire ce qu'on veut vraiment. Mais justement, il faut s'entraîner à exprimer ses goûts. J'aime plutôt le pain complet. Je préfère une baguette pas trop cuite. Ou demander une suggestion. Qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui ? Parfois, le vendeur va te répondre avec enthousiasme « Oh, notre tartelette du jour est excellente !» Moi, à la boulangerie, c'est toujours le même rituel. Je demande « Vous auriez une viennoiserie un peu moins sucrée ?» Tu veux tenter une simulation ? Allez. Bonjour, je voudrais 2 croissants et... est-ce que vous avez des brioches aujourd'hui ? Voilà, même en hésitant, ça passe. Carrément. Et généralement, les boulangers adorent discuter. C'est parfait pour pratiquer. On le sait, beaucoup se bloquent à l'oral. Le problème, c'est souvent la peur du jugement ou l'impression d'avoir un accent trop fort. J'étais pareil, honnêtement. Mais plus tu tentes, plus t'assumes. Une astuce, parler doucement, avec des petites phrases simples. Et surtout, respirer. Oui, et puis on oublie trop que l'accent c'est beau, c'est le signe que tu fais l'effort. Emmanuel, tu l'as vécu comment de te lancer malgré tout ? J'avais toujours l'impression d'écorcher les mots, vraiment. Mais à force, les gens comprenaient le message, et c'est ça qui compte. Un vendeur m'a dit un jour, l'important, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Ça m'a rassuré de fou. Franchement, chaque erreur c'est un pas de plus vers la fluidité. Et justement, pour progresser, il faut se jeter à l'eau avec de vraies conversations, même brèves. Au marché, dans un café, ou simplement avec un voisin. Oui, même un « il fait beau aujourd'hui, non ?» peut déboucher sur une discussion sympa. Les petites phrases d'accroche genre « c'est la première fois que vous venez ici ?» ou « vous connaissez ce fromage ?» ça ouvre la porte. Je me souviens d'un jour, j'ai juste demandé à une dame si elle croyait qu'il allait pleuvoir. 20 minutes plus tard, on parlait bouquin, on s'est liés d'amitié. Comme quoi, oser la première phrase, ça change tout.
C'est clair, et parfois tu fais des rencontres imprévues, c'est la magie du quotidien. Revenons sur les podcasts justement, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est un vrai levier de confiance. L'important, c'est de choisir un podcast qui correspond à votre niveau et à vos envies aussi. Carrément. Pas la peine de démarrer avec des trucs trop compliqués. Faut y aller étape par étape. Prendre l'habitude de jouer avec les accents, les thèmes, ça muscle l'oreille. Moi, je conseille souvent Français facile pour les débutants. C'est clair, c'est lent, super pédagogique. Après, pour s'habituer à différents accents, il y en a des tonnes. Genre des épisodes sur la cuisine, la musique, la vie de tous les jours. L'idée, c'est surtout d'être curieux, de picorer ce qui vous motive. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, l'important, c'est la régularité. Alors pour s'entraîner, il y a plein d'astuces faciles. Étiqueter les objets à la maison, ça paraît bête, mais ça marche. Le frigo, la porte, la chaise. Au bout d'un moment, ça devient naturel. Oui, ou bien tenir un mini-journal, juste 3 phrases par jour. Même parler tout seul, répéter ce qu'on entend dans les podcasts. Tout ça, ça fait bosser sans stresser. On a eu le message d'un auditeur récemment. Il racontait qu'il s'était amélioré en préparant chaque soir ses recettes en français, à voix haute, même si sa famille rigolait un peu au début. Très bon exemple, et ça se fait aussi en groupe, entre amis, pourquoi pas. Ça motive et ça dédramatise. On termine avec un message d'encouragement. C'est normal de galérer les premiers temps. L'important, c'est de continuer, même si on trébuche ou qu'on a l'impression de ne pas avancer tout de suite. Oui, et puis, faut garder le plaisir, franchement. Accepter d'avoir parfois l'air un peu maladroit, mais se rappeler qu'on n'est pas tout seul. On progresse ensemble. L'essentiel, c'est d'oser, de s'amuser. Et je vais me permettre une citation que j'aime bien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est parfait, Emmanuel. Merci d'être là et merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Podcast et d'ici là, continuez à parler, pratiquer et surtout, prendre du plaisir. À très bientôt, Charline. À tous nos auditeurs, bon courage et amusez-vous bien avec le français. Salut! Salut Emmanuel, salut à tous. Écoute la deuxième partie de Podcast français. On a tous connu ce moment, vous savez, en réunion, dans un dîner, on a une idée super claire, un truc drôle à raconter. On ouvre la bouche et... rien. Le vide. C'est de ce blocage, de cette hésitation verbale dont on va parler aujourd'hui. Et c'est un sujet qui touche tellement de monde. Absolument. Et pour ça, notre point de départ est un peu particulier. On n'a pas une pile d'études, mais juste quelques mots. Le titre d'un ouvrage, en anglais, Breaking the Silence, Overcoming Verbal Hesitation. Et puis une petite phrase d'accroche en français, vous bloquez au moment de parler, écoutez ceci. C'est tout. C'est tout. Et notre mission aujourd'hui, c'est de voir comment, avec si peu, on peut en fait esquisser toute une philosophie du problème et de sa solution. C'est fascinant de voir à quel point le choix des mots peut être révélateur. Exactement. Alors je propose qu'on commence par la phrase en français, qui est très directe. Vous bloquez au moment de parler. Le mot bloquer, il est tellement juste. Il est crucial. C'est un choix de mots qui est tout sauf anodin. C'est physique, c'est pas clinique du tout. C'est ça. En psychologie, on parle de validation. Avant même de proposer quoi que ce soit, il faut que la personne en face se sente comprise. D'accord. Et utiliser le mot bloquer, plutôt qu'un terme savant, c'est parler le langage de la personne qui souffre. La personne se dit « Ah, on me comprend ». Exactement. La première réaction, c'est « oui, c'est ça. C'est exactement ce que je ressens ». Et cette reconnaissance, c'est la toute première étape, indispensable. C'est vrai que ça crée un lien tout de suite. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit risque que ce soit juste une technique marketing hyper efficace pour nous attraper? C'est une très bonne question. Et bien sûr, il y a une dimension marketing. C'est évident. Oui. Mais son efficacité, elle repose sur un principe psychologique très réel. Le fait de nommer une peur, de lui donner un nom précis, ça a un effet dédramatisant. Ça la rend moins monstrueuse? Moins monstrueuse, voilà. Tant que ça reste un truc vague dans notre tête, ça a tout le pouvoir. En posant le mot « bloqué » dessus, on le définit. Ça devient un problème identifiable. Et donc un problème qui a potentiellement une solution. C'est ça. On passe de la panique à l'obstacle qu'on peut commencer à analyser. Donc oui, c'est du marketing. Mais c'est du marketing qui s'appuie sur une vérité thérapeutique, en fait. D'accord. Et juste après cette question, il y a la proposition « écoutez ceci ». C'est d'une simplicité. Face à un problème de parole, on nous dit d'écouter. C'est contre-intuitif, non? C'est là que c'est brillant. C'est toute l'intelligence de l'approche. Si quelqu'un a peur de l'eau, vous n'allez pas lui dire « saute dans le grand bain ». Non, bien sûr. Vous lui dites « assieds-toi au bord, regarde ».
Le problème du blocage, c'est un cercle vicieux. La peur de parler crée le blocage. Qui renforce la peur de parler. Voilà. Et proposer écouter comme première action, c'est une porte de sortie qui n'exige aucune performance. On enlève toute la pression. Le message, c'est « Pour l'instant, tu n'as rien à faire, juste à recevoir ». Exactement. La première étape n'est pas un combat, c'est une ouverture. Je vois. Ça déconstruit complètement l'idée qu'il faut un courage fou pour commencer. Et ça nous amène au titre original de l'ouvrage, qui est plus complexe. On a ce « Breaking the Silence »,« Overcoming Verbal Hesitation ». Il y a un contraste là, non? D'un côté, rompre le silence. C'est presque un cri de guerre. C'est très poétique, très fort. Et de l'autre, surmonter l'hésitation verbale, qui est beaucoup plus technique, presque médicale. Et ce contraste, à mon avis, il est au cœur de tout. C'est une vision à 2 niveaux. En gros, pour ce genre de problème, il y a souvent 2 grandes écoles. Ah oui, lesquelles? D'un côté, l'école technique. Le genre d'approche où on vous apprend à respirer par le ventre, à structurer votre discours, poser votre voix. L'entraînement, la pratique. C'est ça, la partie Overcoming Verbal Hesitation, surmonter l'hésitation, c'est très pragmatique. Le mantra, c'est « l'action crée la confiance ». Ce qui semble logique. Oui, et ça marche pour beaucoup de gens. Mais pour d'autres, c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas désinfectée. Vous pouvez connaître toutes les techniques du monde. Si au fond, une petite voix vous dit « t'es nul, personne ne veut t'écouter », votre gorge va se nouer. Et aucune technique ne pourra l'empêcher. Et c'est là qu'intervient la deuxième école, j'imagine, l'approche plus psy. Exactement, l'école thérapeutique. Là, on ne regarde pas le comment parler, mais le pourquoi on a peur de parler. On cherche la racine du problème. On va explorer les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur. C'est la partie « breaking the silence », rompre le silence. Là, le silence n'est plus un problème technique, c'est le symptôme d'une prison intérieure. D'accord. Mais le risque, là, c'est de s'enliser dans l'analyse, non? De passer des années à comprendre sans jamais agir. C'est précisément la limite. Et c'est pour ça que ce titre est si puissant, en associant les deux. Breaking the silence et Overcoming Verbal Hesitation. Oui, il propose une troisième voie, une approche intégrée. Il dit qu'on ne peut pas séparer l'émotionnel du technique. La libération de la parole, c'est un projet à 2 jambes. Il faut les deux en même temps. Il faut le courage psychologique de vouloir rompre le silence et les outils pratiques pour surmonter l'hésitation au moment T. L'un nourrit l'autre. C'est un peu comme apprendre à conduire. On te passait des heures chez un psy à parler de sa peur de l'autoroute. Mais si on ne sait pas passer les vitesses, on ne sortira jamais du parking. Et inversement. C'est une analogie parfaite, absolument parfaite. On ne peut pas traiter la mécanique sans s'occuper du conducteur. Le breaking the silence, ça donne le pourquoi, la motivation, le sens. Ça transforme l'exercice en un acte d'affirmation de soi. Et le overcoming verbal hesitation, c'est le comment. Voilà. C'est la boîte à outils qui rend cet acte possible. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que l'expression « rompre le silence », elle est souvent associée à des choses très lourdes, des secrets, des traumatismes. Oui, tout à fait. L'utiliser ici, pour l'hésitation, ça donne une forme de dignité à cette souffrance, qui est souvent vue comme de la simple timidité. Absolument. Ça élève le débat. Ça dit à la personne « votre vivez », ce n'est pas un petit défaut, c'est une vraie lustre intérieure qui mérite d'être prise au sérieux. Le verbe « rompre », il est actif, il y a une décision. Il y a une décision, un effort, ce n'est pas attendre que ça passe, c'est le combattre. Ça redonne à la personne un rôle d'acteur, et ça c'est extrêmement puissant. Et à l'inverse, le sous-titre « Surmonter l'hésitation », il a un côté très rassurant. Surmonter, ça implique un processus, des étapes. Exactement, ça contient l'idée de progressivité. On ne vainc pas une montagne d'un coup, on la gravit, pas à pas. Ce mot, il promet une méthode. Une structure. Une structure, voilà. Il dit « votre problème a un nom, il a été étudié, et il y avait des stratégies pour le dépasser ». Si rompre le silence est l'étincelle, surmonter l'hésitation, c'est le plan de bataille. C'est ça, l'un sans l'autre, ce serait soit un cri impuissant, soit une mécanique sans âme. L'alliance des deux, c'est un programme de changement complet. Donc si on résume tout ça, on part d'une poignée de mots qui esquissent une philosophie complète. D'abord, une validation qui connecte l'œil, vous bloquez. Ensuite, un premier pas tout simple, pas menaçant, écoutez ceci. Pour embarquer la personne, sans pression. Et enfin, on dévoile le double projet.
Une libération émotionnelle, le rompre le silence, qui est soutenue par l'acquisition de compétences concrètes, le surmonter l'hésitation. C'est exactement ça. Et ce qui est fou, c'est que la formulation elle-même est déjà une forme de thérapie. Le parcours proposé par ces mots suit les étapes d'un changement réussi. 1. Se sentir compris. 2. Une première action simple. 3. Comprendre la vision globale. Et 4. Un travail sur le sens et sur la méthode. C'est pas condensé de coaching efficace en fait. Ça combine la bienveillance et l'exigence. On ne dit pas « ce n'est rien », mais plutôt « c'est une vraie lutte ». Et voici les armes pour la gagner. Tout à fait. L'approche ne nie pas la peur, au contraire. Elle la nomme avec des mots forts. Mais en la nommant, elle la rend franchissable. On passe de victime de son blocage à agent de sa propre libération. Pour conclure, peut-être une dernière pensée à laisser en suspens. L'invitation de départ, c'est d'écouter pour résoudre un problème de parole. On a dit que c'était une porte d'entrée. Mais si on allait plus loin, qu'est-ce que ce lien entre écoute et parole nous dit de plus fondamental? C'est une question essentielle. On pense toujours que pour mieux parler, il faut s'entraîner à parler plus. Mais peut-être que tout part de l'écoute. D'abord, écouter les autres. Pas pour préparer sa réponse, mais pour vraiment comprendre. Ça réduit la pression, ça nous ancre dans l'échange. Une bonne partie de l'hésitation vient de notre propre monologue intérieur qui nous coupe de la conversation, en fait. Complètement. Et puis, il y a l'écoute de soi-même. C'est peut-être ça la vraie première étape pour rompre le silence. Écouter ce que ce silence a à nous dire. Écouter nos peurs pour les apprivoiser. Et si le vrai blocage, au fond, n'était pas un défaut de parole, mais un défaut d'écoute de soi? Si la clé pour libérer sa voix, c'était d'abord d'oser entendre ce qu'elle a été forcée de taire,